Et on se tourne maintenant vers notre troisième intervenant, Patrice Briard. Je vous invite à prendre le micro. Alors peut-être qu'un jour vous interviendrez sur ce bâtiment, mais pas tout de suite. En tout cas, on ne le souhaite pas parce que vous, votre truc, c'est la réhabilitation. Donc pour l'instant, on va le garder en l'état, ce bâtiment. Un mot sur votre entreprise Génère, spécialisée dans la réhabilitation. C'est quoi votre... D'où est-ce qu'elle vient votre expertise sur le matériau bois? Parce qu'on parle de réhabilitation, on parle de matériau bois. Qu'est-ce qui justifie ce lien entre les deux? Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, on est une entreprise qui a été créée en 1995. Ayant une formation bâtiment, je suis plus issu du béton au départ. Vous m'excuserez. Tout ça, c'est grâce, d'abord, c'est grâce au patrimoine francilien et à notre secteur, la réhabilitation, la rénovation. Il y a eu une volonté très forte de la ville de Paris, à partir du début des années 2000, de lancer des opérations d'acquisition-amélioration. Certains d'entre vous, architectes, bureaux d'études, ont dû en entendre parler. Ces opérations d'acquisition-amélioration ont été lancées parce qu'il y a une problématique de foncier sur Paris qui demeure depuis très longtemps. Et la ville de Paris s'est rendue compte qu'il était plus facile d'acheter des bâtiments, de les rénover et de les restructurer, plutôt que de les démolir et les reconstruire. Et de cela a découlé le fait que d'abord il y a du patrimoine, la conservation du patrimoine, et le bâti parisien, pour ceux qui habitaient Paris, en tout cas dans les bâtiments de type faubourien, je parle pas forcément des bâtiments haussmanniens parce que c'est plutôt post-révolution industrielle, mais encore sur Paris, vous avez énormément de bâtiments qui ont été construits en bois, donc avec soit des façades moellons, soit avec des refends qui sont des pans de bois et des façades arrière qui sont en bois et qui aussi des planchers en bois. Le bois, pour les différentes raisons qu'on a expliquées précédemment, était abondant, facile à transporter, facile à tailler. Et puis c'est un matériau intelligent surtout, un matériau qui est très flexible. Et en plus, sur Paris, le fait qu'on ait beaucoup de carrières calcaires, la problématique du feu, on a protégé toutes nos façades avec du plâtre. Donc on a réglé la problématique, je dirais, de coût et la problématique de structure. Oui, parce que c'est pas forcément évident quand on dit les bâtiments faubouriens à Paris sont beaucoup de bâtiments en bois. C'est pas ce qu'on voit quand on se promène dans les rues. Donc tout ça, c'est par-dessous des. Alors des souvent, couches de quand vous avez, c'est facile de se repérer, c'est que quand vous avez des belles façades en pierre de taille, vous êtes sûr quasiment que si vous êtes post aux années 1860, vous aurez des planchers de type IAO à structure métallique. C'est pas parce que vous avez des beaux parquets chez vous avec des belles moulures au plafond que vous êtes en bois. Mais avant 1860, souvent, systématiquement, on a des constructions qui sont avec des systèmes de ce qu'on appelle de poutres à enchevêtrure, c'est-à-dire qu'on a une façade, un refend, une façade arrière, donc deux travées, c'est tout bête, et on porte deux façades à refend et deux refands à façade arrière. Système d'enchevêtrure, c'est vous avez vos façades, vous avez des trumeaux, vous avez des fenêtres. Ça, c'est ce qu'on appelle une poutre maîtresse d'enchevêtrure. Vous voyez les sections, hein, c'est essentiellement du chêne, hein, on ne se faisait pas en pin à l'époque. On va jusqu'à des portées de 4,50 m, 5 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Et ces poutres d'enchevêtrure sont souvent sur des axes de 2,80 m. Je vous fais un peu un cours de technologie, c'est un peu rébarbatif, je suis désolé, mais c'est pour un peu vous expliquer la suite de la problématique de la conservation et de la remise en état de ces structures bois. Après, nous avons des linsoirs qui sont ici et qui viennent porter les solives boiteuses. Donc on échappe à chaque fois aux fenêtres, aux allèges de fenêtres, et on a les solives boiteuses qui sont de plus petites sections, qui sont celles-ci, où là, le linsoir permet de régler la longueur de portée et d'optimiser la portée en fonction de la section du bois. Donc pour en revenir... tout ça, ça porte nos planchers. Hein, tout ça, ça porte vos planchers, ouais, quand c'est en bon état en tout cas. Sur Paris, aujourd'hui, vous avez encore énormément de constructions qui sont fabriquées qui sont constituées de planchers à ossature bois. Quand on fait de la réhabilitation ou de la restructuration, aujourd'hui, on est contraint aux normes existantes. C'est-à-dire que même si on réhabilite, il y a un faux ami qui dit de toute façon, si on ne touche pas, si on conserve, si on n'aggrave pas, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est totalement faux.
Aujourd'hui, dans les constructions, dans les réhabilitations que vous pouvez croiser dans vos quartiers, souvent, on répond à des normes thermiques, à des normes acoustiques et aussi, je dirais, à des normes structurelles. Et faire de la réhabilitation avec la conservation de plancher, c'est un enjeu financier d'abord. Il faut savoir que réhabiliter coûte plus cher de construire. C'est pour ça que jusqu'au milieu des années 80, fin 90, tous les promoteurs préféraient démolir les bâtiments, faire du façadisme. On garde les façades, on casse les planchers, et puis on fait du béton. Aujourd'hui, il y a une volonté, je dirais, de beaucoup de bailleurs parisiens qui est de se dire, même si tout n'est pas en bon état, ça a quand même une valeur patrimoniale. Et puis, on est tous conscients aujourd'hui de notre consommation. Tout ce qu'on ne consommera pas, c'est économique, tout le coût gris. Tout ce que vous ne transportez pas, tout ce que vous ne déposez pas, vous ne le transportez pas pour l'évacuer, et tout ce que vous ne ramenez pas, vous ne le consommez pas de la même manière. Et puis on ne va pas faire beaucoup d'écologie, mais dans une planète un peu finie, c'est ridicule de jeter des matériaux qui sont encore en bon état, parce que si vous ne réutilisez pas les matériaux qui sont en bon état, qu'est-ce que vous en faites? Ça part dans les décharges, et vos besoins, c'est même pas brûlé. Donc, la problématique de conserver les structures bois, on a plusieurs types de structures. Ça, c'est une structure de plancher. Mais vous voyez, ça, c'est un bâtiment qu'on est en train de réaliser, qui se trouve rue de l'Échiquier, dans le 9e arrondissement, je crois. Oui, c'est le 10e ou 9e, où on se retrouve avec les façades, les refends. Ça, c'est un mur de refend qui est porteur. Ici, vous avez les portées qui portent sur le mur de refend. Et ce pan de bois, aujourd'hui, il va être conservé. Il va être remis en état, il va être restauré. Il y a 20 ans ou 25 ans, on se serait dit peut-être que c'est plus facile de le casser, de le mettre par terre. Et puis, on monte du parpaing parce que voilà, ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est souvent moins cher. On a quand même, avant de se poser la question de la conservation, je n'emploie pas le terme de réemploi, mais la conservation, il faut avoir une bonne visibilité quant à l'état sanitaire du bois. Les bois qui sont là, ils ont près de 200 ans, ils n'ont pas été traités par d'une lasure anti-feu ou par des protections anti-termites. Mais si par hasard ils ont été agressés par l'humidité, le problème du bois, c'est vraiment l'humidité, là on n'a pas trop le choix. On est obligé de remplacer les pièces qui sont défectueuses. Et les pièces défectueuses, souvent, après constat, c'est aux endroits où vous avez un petit peu les réseaux parasites, les gouttières, les chutes d'eau vanne au droit des WC. Et systématiquement, et là je donne un petit peu un conseil d'entrepreneur aux architectes, si vous entamez une réhabilitation, même si les planchers vous paraissent en très bon état, parce que souvent, même si les baculas sont en bon état, les baculas, c'est le plâtre qui est en sous-face des planchers, malheureusement, au droit des pièces humides, systématiquement, vous avez des désordres. Donc ne faites pas l'économie de la conservation des zones de plancher dans les pièces humides. Sachant que ce que vous nous dites, voilà, c'est que ça peut être des petites zones aussi, ça peut être des... On va regarder. Voilà, vous voyez, dans le même chantier, là, c'est un pan de bois qui a un peu souffert, où on se rend compte que l'humidité a complètement désagrégé la partie du bois. Alors, les bois, quand les bois étaient mis en œuvre à l'époque, les anciens n'étaient pas fous. Quand vous coupez du bois, il ne faut surtout pas le laisser dormir dans la forêt. Parce que quand le bois est vivant, les insectes ne rentrent pas dedans. Par contre, dès que le bois est mort et que vous le posez au sol, les insectes, c'est un régal. Donc, ils posaient souvent les bois, on dit les bois sont verts. Oui, ils posaient les bois verts et souvent avec ce qu'on appelle l'aubier. Et quand on a des bois qu'on met à nu, on se dit des fois, c'est en mauvais état, ils ont été un peu piqués. Pas du tout. C'est simplement l'aubier qui a été attaqué parce que c'est la partie tendre. Mais à l'époque, ils ne s'amusaient pas, qu'on le fait aujourd'hui, à passer le rabot et à équarrir les bois de façon parfaite. Vous le disiez tout à l'heure très bien, ils employaient les bois comme ils étaient dans la nature, quoi. Donc là, on voit un élément de pan de bois qui est en mauvais état. Et là, vous voyez mieux, si vous voulez, vraiment une structure de plancher qui est en très bon état, qui est saine, mais vous voyez qu'elle a subi une déformation, là. Et là, on n'est pas dans un problème sanitaire, on est dans un problème technique.
Comment est-ce qu'on règle la problématique pour répondre à des surcharges d'exploitation? Alors, les surcharges d'exploitation, c'est le poids qu'on a le droit d'appliquer sur un plancher. Là, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas se dédouaner des contraintes techniques. On peut éventuellement négocier avec un bureau de contrôle. J'apprends que vous avez réussi à le faire. Moi, j'y arrive pas, hein, mais je vous appellerai. Généralement, pour avoir les assurances, la France, c'est comme ça. Il faut être normé, où il faut répondre à des avis techniques, à un certain nombre de choses. Donc là, si on veut conserver, si on veut faire de la conservation, on n'a pas le choix, il faut renforcer. Parce qu'en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas assurer que telle poutre en bois va porter tel... Si, on sait dire combien elle va porter, exactement. Mais aujourd'hui, quand vous calculez une poutre en bois, jusqu'il y a une dizaine d'années, on calculait avec ce qu'on appelait la norme, c'était la CB71, la règle charpente-bois éditée en 1971. Là, on a évolué, on est passé, grâce à la puissance de l'informatique, aux Eurocode 6. C'est plus possible de réutiliser du bois comme ça, parce qu'on n'a pas la caractéristique technique du bois. Quand Steve utilise des plans, vous parlez de plancher CLT tout à l'heure, c'est un produit industriel. C'est comme si on utilisait une dalle béton. Mécaniquement, ils connaissent parfaitement les contraintes. On travaille même sur la résonance du bois au niveau de sa stabilité. Avec un plancher existant, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à recalculer et à redimensionner les planchers, mais on sait qu'on va être amené à les renforcer. Ça a un coût. Certains maîtres d'ouvrage pourraient se dire, là, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on accepte de se dédouaner des normes pour que ça coûte moins cher, en tout cas de certains calculs et de normes structurelles. Le jour où il y a un sinistre, il y a une fissure, ben on se retrouve en dommage d'ouvrage, et voilà. Et là, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, on n'a pas réglé le problème en réhabilitation de se dédouaner des normes. On arrive encore à ne pas s'obliger à faire de l'acoustique comme on le fait sur les bâtiments neufs en bois, mais ça risque de venir un de ces quatre, je pense. Vous voyez, alors là, regardez, on a un plancher bois qui est parfaitement sain. On a une poutre, cette poutre maîtresse qui est en bois section à peu près 40-40 et qui doit faire à peu près 4,50 m de long. Vous voyez que le plancher a subi une énorme déformation ici. Cette déformation, elle est liée au fait que dans le cadre d'une première restructuration, il y avait un pan de bois qui a été démonté. Comme les cloisons sont souvent porteuses des planchers, il y a eu une déformation et là, on ne sait plus lutter, on ne sait pas redresser. Une fois que c'est tordu, c'est tordu. Voilà, c'est tout bête. Mais ça ne veut pas dire que ces éléments-là ne peuvent pas être conservés et réemployés. Donc ça, c'est un peu notre métier. C'est pour en revenir sur votre introduction, quand on a commencé à réhabiliter les immeubles parisiens, on avait le choix de se dire « de toute façon, c'est en mauvais état, il faut tout casser, il faut tout enlever ». On a trouvé beaucoup plus intelligent de se dire « mais comment est-ce qu'on peut faire pour justement conserver, en tout cas tout ou partie, des éléments structurels ?» Et on a réfléchi, on a travaillé avec des bureaux d'études. Nous, on a beaucoup cherché parce que ce n'est pas évident justement de conserver et de répondre aux normes, mais on y arrive très bien. Et surtout, l'intérêt du bois, c'est que c'est facilement transformable. On arrive, les compagnons de l'entreprise, ce ne sont pas des charpentiers, c'est des maçons qui ont appris à travailler le bois. Et aujourd'hui, je vous assure qu'ils préfèrent restructurer des planchers anciens ou des pans de bois que de monter du parpaing. Donc c'est plutôt sympa à faire. Mais je continue sur... on a parlé de CLT tout à l'heure parce qu'on a voulu parler un petit peu de l'utilisation du bois dans la réhabilitation. On sait réutiliser des bois, utiliser du bois, des méthodes de construction relativement récentes en réhabilitation, mais ce n'est pas vraiment adapté. Ce n'est pas vraiment adapté parce qu'en réhabilitation, on n'a souvent pas les moyens de levage. Les moyens de levage, c'est les moyens de manutention. Et ça complique énormément les choses. Je trouve que le bois, aujourd'hui, en réhabilitation, est très bien quand on arrive pour la surélévation, par exemple, parce qu'on arrive à travailler avec des industriels qui font soit de la 2 dimensions, soit de la 3 dimensions. La 2 dimensions, c'est des panneaux préassemblés. Et la 3 dimensions, on a quasiment des boîtes qui peuvent être
posé en chapeau sur une maison. Ouais, vous voulez dire qu'en surélévation, on passe par l'extérieur, on peut amener tous les, Exactement. voilà, Et ce tous que les bois disait Steve tout à l'heure, c'est qu'on est capable construits. d'appréhender la construction peut-être 6 mois à l'avance, le temps de préparer les reprises en sous-œuvre, l'aménagement des terrasses. Et là, le temps de construction va très vite. On a un chantier rue de Lille où la volonté de l'architecte était de faire des planchers CLT à l'intérieur d'un bâtiment. Je dirais que ça se fait, c'est très onéreux et pour moi, je trouve que c'est peut-être une bonne démonstration pour dire on peut utiliser du bois, mais économiquement, c'est pas viable. Oui, Voilà. vous, c'est plutôt, vous voulez dire, c'est donc la méthode traditionnelle avec des... C'est plus facile d'utiliser des éléments de bois traditionnels, du bastin, du madrier qui arrive sur des éléments de 3,50 m. C'est très manipulable. Vous savez, la densité du bois, c'est à peu près 600 kg au mètre cube. Un madrier pèse 25 kg, donc 2 compagnons peuvent monter au 3e étage sans trop de problème. Donc je vais passer sur les éléments de CLT parce que ça nous a obligés à fabriquer un outil pour les mettre en place, parce que le CLT, ça pèse quand même, si je ne dis pas de bêtises, on est plutôt à 600 kg le mètre cube, je crois. Ouais. On revient sur un peu les pathologies qu'on rencontre dans les constructions bois. Vous les avez évoquées tout à l'heure, juste en un mot, c'est quoi? C'est des champignons, des termites, de l'humidité? Alors les champignons, c'est vraiment l'ennemi, quoi. À partir du moment où vous avez des champignons, non, faut pas déménager, mais faut changer les bois. Enfin, vous voyez, le traitement par injection, ça se fait, mais quand vous êtes dans... Je parle d'une réhabilitation lourde, hein. Quand on réhabilite un immeuble, on met à nu toutes les structures. Donc il est très facile de faire du remplacement à un point. Oui, mais systématiquement, quand on a... Je ne parle pas de la mérule. Un point, ça veut dire chaque pièce qu'on enlève. Vous enlevez une pièce qui fait 10-10, vous la remplacez par une pièce qui fait 10-10. Et c'est plus facile pour la justification vis-à-vis des bureaux de contrôle. Vous voyez, là, on a le cas d'une opération où vous voyez les éléments qui sont neufs ici. Hein, donc ça, c'est des éléments qui sont en démadrier. Et ici, vous avez les éléments de l'ancien plancher. Tous les éléments qui sont neufs, c'est les anciennes zones de pièces humides, salle de bain ou cuisine. Et ça, c'est les anciennes zones de séjour. On a réussi, si vous voulez, on a maintenu les parties de structure bois existantes, hein, mais on les a recalculées pour s'assurer que justement on répondait bien aux contraintes structurelles, et on a raccordé les anciennes parties avec les nouvelles parties. Bon, et ben, toute cette zone-là, qui représente peut-être 20 mètres carrés sur une pièce de 30 mètres carrés, c'est une zone qui a été sauvegardée. Donc on peut tout à fait envisager de conserver tout ou partie des éléments de structure bois, à condition d'avoir une parfaite connaissance toujours des éléments structurels. Et on continue, enfin vous avez d'autres éléments. Vous voyez des pathologies qui sont un peu particulières. Vous voyez, ici, vous avez un élément qui est gercé, c'est une poutre maîtresse. Bon, il y a des moyens pour les... Gercé, vous dites, pardon? Qui est fissuré. Ah oui, oui. Je dis une gerce, qui est fissurée. Voilà. Alors, voilà. Là, vous voyez le bâtiment, j'aurais dû vous montrer ça en premier. C'est les éléments complètement mis à nu avant qu'on raccorde les nouveaux éléments à l'existant. Alors, ça fait un peu château de cartes. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut être impressionnant. Mais l'intérêt, c'est de conserver, là on parlait d'économie et de volume de bois, mais ça va très vite. On a peut-être sauvé 30 ou 40 mètres cubes de bois. Bon, bah, mine de rien, ça représente peut-être pas une petite forêt, mais un petit bosquet quand même, vous voyez. Et les bois conservés sont restent de très bonne qualité. Donc, pardon, je vous coupe, je vous prie de m'excuser. Non, juste un petit mot, parce qu'on parlait depuis tout à l'heure, j'avais commencé à vous introduire un petit peu sur les questions aussi du réemploi. C'est peut-être pas forcément le cas. Alors, vous parlez beaucoup de conservation, c'est peut-être plus compliqué de vraiment réemployer quelque chose. Je fais un peu de sémantique. Non, le réemploi, ce qu'on ne fait pas, on ne dépose pas des éléments de poutre maîtresse ou des éléments de bois en bon état pour aller les reposer sur un autre chantier. S'ils sont en bon état, on les laisse, et s'ils sont en mauvais état, on ne peut pas les réutiliser. Enfin, on pourrait le faire, mais nous, on n'est pas amené. Soit on conserve, soit on remplace. Voilà. On ne fait pas de réemploi. Vous pouvez faire des réemplois, mais je crois que c'est un autre sujet que vous avez. C'est les réemplois de matériaux, c'est la valorisation des matériaux, mais c'est un autre sujet qui est très intéressant, mais c'est pas le moment. Bon, tout ça pour vous dire que sur l'ensemble des constructions qui sont actuellement en bois sur Paris, on arrive quand même à faire de la conservation et surtout à répondre
à certaines normes de confort, rarement à l'acoustique. Le problème du bois, c'est vraiment l'acoustique. Structurel, on y arrive. Thermique, c'est très bien thermiquement. Le feu, on le gère parce qu'il y a différentes techniques pour assurer la stabilité au feu. Mais quand on a de l'acoustique à faire, c'est quasiment chose impossible, à moins de couler du béton sur les planchers bois, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Patrice Brière. Merci.